Me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Khalifa Ababacar Sall face au juge de la Cour suprême, l'ex-maire de Dakar abat l'une de ses dernières cartes. Ses partisans parlent de cabale politique. Inauguration de l'autoroute Ila Touba ce jeudi, le collectif des usagers juge les tarifs élevés. Il plaide pour la baisse des coûts du péage. Usage d'eau usée dans des champs, 25 maraîchers arrêtés par le service d'hygiène nationale. Leur dossier est actuellement entre les mains du procureur de la République. Prouesse médicale, 2 jumelles siamoises ont été séparées après 48 heures de vie. Les 2 enfants sont actuellement en surveillance à l'hôpital de Pékin, à voir dans cette édition. Procès en cassation de l'ex-maire de Dakar à l'ouverture, une lecture des pourvois par le président de la Cour suprême. La demande de renvoi de la défense a été tout simplement rejetée par le président de la Cour. La partie civile s'en réjouit. En revanche, les pro-Khalifa dénoncent une cabale politique. Kodendiaï s'est rendu à la Cour suprême ce matin. Suivons son élément. De nouveau devant la Cour suprême après le pourvoi en cassation de ses avocats. Le procès en cassation a débuté avec une demande de renvoi de la défense, une demande rejetée par la Cour qui a fini par retenir l'affaire. La partie civile s'en félicite. La Cour a rejeté cette demande-là parce que la Cour estime qu'elle n'est pas saisie des pourvois dont il s'agit, c'est-à-dire les pourvois qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la Cour suprême. Donc la Cour a estimé que ces pourvois invoqués ne sont pas encore arrivés au niveau de la Cour suprême. Les proches de Khalifa Sall ne se soucient pas trop de la décision qui sera rendue par la Cour. Pour eux, cette affaire n'est ni plus ni moins qu'une cabale politique. Toutes ces alibis, toutes ces formes de corruption avec son association de malfaiteurs n'ont pas empêché Khalifa Sall d'être présent et de continuer à être présent. Ce qui se joue ici aujourd'hui sera sans impact sur le processus, puisque nous avons encore, par la grâce de Dieu, des éléments de contourner, des éléments de résister et de faire de la résilience pour que le jour J, nous soyons présents. Les pro-Khalifa dénoncent la précipitation de la Cour dans cette affaire, ce que réfute catégoriquement la partie civile. Depuis plus de 4 années, ils ont tout fait, mais Dieu est là. Et il accompagne les vertueux. Et je ne dis rien en rappelant ces versets du Coran qui disaient que vous complotez, mais vous ne savez pas que Dieu est au-dessus de tout cela. Avec la grâce de Dieu et le soutien des Sénégalais, Khalifa Sall est resté debout. Il n'y a aucune précipitation, parce que c'est prévu par la loi. Il n'y a aucune précipitation. Peut-être que Khalifa a eu le malheur de tomber sous le coup de la loi de 2017. La loi de 2017 dit que lorsque les délais sont expirés, la Cour doit fixer une audience. Pour certains observateurs, Khalifa Sall joue son avenir judiciaire et politique devant la Cour suprême. Mais, quel que soit le résultat, Khalifa Sall sera candidat, martèle ses partisans. L'économie, la plateforme paysanne MSD réclame la tête du directeur général de Sonacos SA. Cette organisation exige des actions concrètes pour la relance de la filière arachidière. Si les difficultés notées dans la campagne de commercialisation arachidière perdurent, seuls les paysans vont en pâtir. C'est ce que pense le chef de projet de cette plateforme. Je vous propose d'écouter Hassim Diouf. Il est interrogé par notre reporter Safiatou Koli. L'honnêteté de le reconnaître parce que la campagne a démarré depuis le 3 décembre et aujourd'hui, force est de reconnaître que les engagements pris par le directeur général de la Sonacos n'ont pas été respectés. L'argent n'est pas en place
comme l'avait promis le directeur général de la Sonacos. Donc, force est de reconnaître qu'on va certainement vers une catastrophe. Si aujourd'hui la filière arachide tousse, c'est toute l'agriculture sénégalaise qui s'enrhume. Et le premier pourvoyeur d'emploi au Sénégal, c'est la filière arachide. Aujourd'hui, les gens ont produit et on a atteint même des records. C'est une urgence nationale. Et nous lançons solidairement un appel au président de la République. S'il ne veut pas que tous ces efforts qu'il a eu à faire durant toutes ces années soient nuls, il faut qu'il prenne des mesures d'urgence. Et nous pensons que la première mesure d'urgence à prendre, c'est de démettre le directeur général de la Sonacos. Parce que nous pensons qu'il n'est pas à la hauteur. La deuxième mesure, c'est de mettre en place un système qui puisse financer cette commercialisation. Décret d'application de la loi sylvo-pastorale, l'interprofession de la banane est désormais légale. Ainsi, l'Union nationale des acteurs de la filière au Sénégal campe sur l'autosuffisance en banane. Elle a reçu un financement de 2,5 milliards du chef de l'État. Les détails dans ce compte-rendu de Ramatoulaye Diouf. Cette assemblée générale constitutive a pour objectif de mettre en place une interprofession banane dynamique et forte, mais aussi défendre les intérêts des petits producteurs. Nous avions des organisations auparavant qui existaient, qui avaient peut-être une légitimité dans les zones de production, mais qui n'avaient pas de légalité. Et la finalité d'une chaîne, c'est la mise en place d'une interprofession. Et comme je le disais dans mon discours, c'est la première interprofession qu'on met en place aujourd'hui au Sénégal, de manière légitime et légale selon les lois de notre pays. Ainsi, la production de bananes va être doublée avec le financement octroyé par le chef de l'État lors de sa tournée dans le sud du pays. Aujourd'hui, au niveau du ministère, dans le cadre de la mise en œuvre de cette enveloppe que je rappelle de 2,5 milliards que le président de la République a mis, cette enveloppe est déjà dans le budget 2019. Actuellement, la production de bananes tourne autour de 30 000 tonnes. Et pour atteindre l'autosuffisance, nous pensons qu'il nous faut une production entre 55 000 et 60 000 tonnes. Ces producteurs sont prêts à augmenter la production malgré les problèmes notés. Le problème, c'est les systèmes. Parce qu'actuellement, on arrose par raccord, pied par pied. Il n'y a pas de système adopté. Les stations de conditionnement, ici au Sénégal, il n'y a que 4 stations qui se trouvent à Tamba avec l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie que PDMAS avait mis en place. Toutefois, l'interprofession va contribuer à la chaîne de valeur de la filière banane. Les missions d'une interprofession, c'est d'abord une mission de plaidoyer. Elle facilite le dialogue, cette mise en place, entre les acteurs de la filière banane et ses interlocuteurs. Le dialogue entre les deux partenaires, qui sont des partenaires techniques ou des partenaires financiers. Et enfin, entre les acteurs eux-mêmes pour une meilleure concertation, une meilleure prise en charge de leurs besoins. Avec l'appui de l'Agence de régulation des marchés et le Fonds national de développement agro-silvopastoral, les acteurs veulent atteindre l'autosuffisance en bananes d'ici à 2022 et Mamadou Omar Sall devient le nouveau président de l'interprofession banane. Je vous l'annonçais en titre, inauguration de l'autoroute à péage Ila Touba par le président de la République en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides. Pendant ce temps, le collectif des usagers du péage et des citoyens plaide pour la baisse du coût du péage. Magnon Aïdara s'est promené dans certaines artères de la capitale, suivant son élément. Par le président de la République en présence du Khalife général des Mourides. Pendant ce temps, le collectif des usagers de l'autoroute à péage monte au créneau pour dénoncer les tarifs fixés à 10 000 francs CFA aller et retour. Nous considérons pour nous qu'il faut que l'État revoie la baisse de ce tarif-là parce qu'il est excessivement cher pour le Sénégalais à lambda de pouvoir payer 5 000 francs à touche et payer 3 000 francs à partir de Toglou jusqu'à Dakar.
Même son de cloche, nous sommes à Buntu Pikine. Ici, certains transporteurs fustigent également ces tarifs. Ce Sénégalais rencontré à Buntu Pikine accuse l'entreprise qui gère l'exploitation de l'infrastructure d'être à la base de ces tarifications. Ces genres d'entreprises, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, cooptées pour faire ce genre de réalisation, ils veulent en un temps record, n'est-ce pas, rentrer dans leurs sous, en l'espace de 10-15 ans. Si certains dénoncent la cherté des prix, d'autres se disent satisfaits. Toutefois, ces usagers demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible avant d'interpeller aussi sur le respect des mesures sécuritaires. Autre réaction qui a porté ses fruits allant à la commune de Patte-d'Oie et à la commune de Ngor. 25 maraîchers ont été arrêtés par le service d'hygiène. Figurez-vous qu'ils utilisaient des eaux usées pour arroser leur jardin de légumes. C'est le fruit d'une opération sentinelle organisée par la brigade départementale des services d'hygiène. Les précisions dans cet élément signé Adama Biteya. Une vingtaine de personnes arrêtées dans la commune de Patte-d'Oie et de Ngor. Ces individus utilisaient des eaux usées pour arroser leur jardin. C'est le fruit de l'opération Aurore du service d'hygiène. C'est des jardiniers mal intentionnés qui ont dévié le mouvement hydrodynamique du réseau d'égout, donc de l'effluent, mettre des motopompes qui aspirent ces eaux usées et les déverser dans des bassins. Ils récupèrent cette eau pour arroser les salades, les tomates, les aubergines et les nanas. Cela crée une situation de péril sanitaire. Ils sont au total 25 maraîchers qui, selon le major Ngom, ont formé une véritable entreprise criminelle en mettant en péril la santé des consommateurs. Nous avons au total arrêté dans la commune de Patte-d'Oie 18 personnes pour ces activités dangereuses pour la santé publique. Mais également le peloton qui a investi les champs qui se trouvent derrière le mur de l'aéroport au niveau des Almadies. Nous avons arrêté là-bas 7 personnes qui se livraient à des mêmes pratiques. Donc c'est un véritable danger pour la santé des consommateurs. Pour mieux sensibiliser les populations, le major affirme que le suivi sera fait pour assurer la sécurité sanitaire des Sénégalais. On va aller dans les zones de Armanis, dans les zones de Ngor, dans les zones partout où il y a des jardins de cette nature, on va les inspecter. Nous avons placé sous surveillance ce secteur et nous avons mis un dispositif continu de contrôle parce que le code de l'hygiène, qui est un mécanisme limitateur des risques de transmission et protecteur de la santé publique, a institué un contrôle de la fourche à la fourchette. Le sort de ces maraîchers est entre les mains du procureur. Néanmoins, le service d'hygiène compte continuer cette opération de contrôle dans les autres communes. Sur cette question bien précise, Momar Ndao émet des réserves. Le président de l'association des consommateurs du Sénégal pense que l'utilisation des eaux usées dans les maraîchages n'existe pas d'une manière formelle. Ces précisions au micro d'Adama Biteya. Les eaux usées ne sont pas bonnes à boire. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance en tout cas d'une eau qui est une eau usée et qui est mise à la consommation. Ce qu'il y a un projet qui existait, mais ce projet, c'est les quantités sont 200 litres par jour, c'est absolument rien du tout. C'est plutôt les boues qui sont utilisées pour créer de l'énergie et pour créer un peu peut-être des cendres qui vont être utilisées dans l'agriculture. Non, aujourd'hui, il y a un problème sur des fabricants domestiques de sachets d'eau que le service d'hygiène a pris. Il y a certains fabricants qui ne respectent pas les normes de fabrication, les normes d'hygiène, etc. Il s'agit de ce débat-là. Mais pour ce qui concerne l'utilisation des eaux usées de manière formelle, ça n'existe pas.
Restons avec Momar Ndao. Il s'est prononcé sur la fourniture d'Internet au Sénégal. 4 nouveaux opérateurs vont entrer dans le service selon le directeur général de l'ARTP. Une nouvelle bien accueillie par le président de l'ASCOSEN. Il estime que la baisse des tarifs doit obligatoirement profiter aux consommateurs. Je vous propose d'écouter 3 tours le directeur de l'ARTP et Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, au micro d'Adjarandiaï. Choisi entre autres opérateurs qui peuvent fournir l'Internet comme les autres. On pourra permettre aux clients d'avoir un éventuel plus large pour qu'ils puissent choisir par rapport au meilleur service. Nous avons obtenu des sanctions très sévères contre des opérateurs. Vous vous souvenez, une première fois, des sanctions de 3 milliards de francs CFA ont été infligées à l'opérateur Sonatel, il y a de cela quelques années. Plus tard, il y a eu une autre sanction de 14 milliards qui avait été faite toujours par l'ARTP pour non-respect des droits du consommateur. Et donc aujourd'hui, au Sénégal, nous avons la chance d'avoir l'une des autorités de régulation les plus actives dans la défense des intérêts des consommateurs. Et pour cela, il faut que les associations remontent tout le temps leurs préoccupations qui doivent être prises en charge et traitées par l'autorité de régulation. Code des communications. L'article 19 s'oppose catégoriquement à la promulgation. L'article 27 ne rassure toujours pas à 2 mois de la présidentielle de 2019. Article 19 vient de publier son rapport 2018, lequel révèle un recul de la liberté d'expression au Sénégal. Bakary Cissé, compte rendu. 19 Afrique de l'Ouest met ainsi à nu son rapport 2018. Le texte révèle que la liberté d'expression au Sénégal a régressé. Le code de la presse qui a été adopté l'année dernière constitue quand même une grande régression pour le Sénégal, une grande régression pour la liberté d'expression, parce qu'il garde quand même un certain nombre de délits qui sont des délits fourre-tout, des délits qui sont abrogés dans la plupart des pays et des délits qui sont recommandés pour être abrogés. Par exemple, les peines privatives de liberté pour délit de presse ne sont plus en phase avec les normes internationales. Par exemple, lorsqu'il y a diffamation, des peines civiles, notamment des réparations pécuniaires, suffisent. Et le Sénégal a voulu, en 2017, quand même, après plus de 10 ans de négociations, garder ces délits. Article 19 prévient par ailleurs le président Macky Sall sur la promulgation du Code des télécommunications électroniques à cette veille de la présidentielle. On demande au président de la République de ne pas promulguer le Code des télécommunications et de revoir l'article 27, mais aussi surtout de revoir dans le cadre du processus de l'EPI, qui est quand même le processus de révision de la mise en œuvre des droits humains, de revoir le code de la presse, surtout les peines privatives de liberté, tous ces articles quand même, qui sont des articles fourre-tout. En outre, les membres de l'article 19 exigent toujours de l'État le vote de la loi générale sur l'accès à l'information. L'accès à l'emploi, un véritable problème en banlieue. Les autorités étatiques veulent régler ce problème. Le bureau d'information gouvernementale a tenu une foire de l'emploi à Yeumbeul Sud, une manière d'offrir à ces jeunes des opportunités réelles. Alassane Mbaye est conseiller technique du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il s'en explique au micro de notre correspondant en banlieue. D'abord, c'est une manifestation initiée, pensée par les jeunes qui ont senti le besoin de s'informer par rapport aux politiques publiques en général et qui se sont adressés au bureau d'information du gouvernement dirigé par M. Doussarnian. Et c'est cette collaboration-là qui est née donc aujourd'hui ces journées qu'on appelle foire. Je crois que c'est foire pour informer les populations par rapport aux politiques publiques, par rapport à ce qui était en train d'être fait. Ce n'est pas seulement l'emploi, mais c'est beaucoup de choses. Tout à l'heure, je disais que certains peuvent dire que oui, pourquoi le PSE n'avait pas fait le tour du Sénégal, voir les jeunes pour leur expliquer. Mais nous avons considéré que ce serait mieux
Parce qu'il y a beaucoup de termes, par exemple, quand on dit équité territoriale, équité sociale. Quand les gens ne peuvent pas mettre la main dessus, tout simplement, c'est des concepts, c'est des trucs qui sont un peu vagues pour les populations, surtout pour les jeunes. Nous avons préféré d'abord commencer à travailler, faire des réalisations et leur dire que voilà l'équité territoriale, voilà l'équité sociale. La couverture maladie universelle est une branche de l'équité sociale par rapport à tout ce qui a été fait. Les routes, les infrastructures, le programme du PUDC fait partie de l'équité territoriale et sociale. Le domaine sanitaire à présent, mouvement d'humeur du personnel de l'hôpital de Pikine. Ces agents réclament de meilleures conditions de travail. Ils veulent aussi l'augmentation de la subvention allouée à leur structure sanitaire. Ils ont tenu un sit-in ce matin. C'était en présence d'Abdoulaye Wanyaga. Il a tendu son micro à leur porte-parole. Nous l'écoutons. À 300 millions. Là où les hôpitaux de niveau 3 touchent presque le milliard. Ouais. Et sur ce, nous invitons le président Macky Sall à ordonner à ses ministres de tutelle, le ministre de la Santé, le ministre des Finances, à revoir la subvention de l'hôpital de Pikine. Le retard de paiement de la CMU a presque mis l'hôpital à genoux, car elle nous doit presque plus de 900 millions. Notre pharmacie n'arrive plus à assurer les médicaments d'urgence pour les malades hospitalisés. Nous déplorons aussi le retard des paiements des primes. Nous demandons aussi le recrutement du personnel prestataire qui sont là depuis presque 4 ans. Nous avons besoin de médecins radiologues, d'un orthopédiste, car nous sommes en proximité de l'autoroute à péage. Le retard des paiements de la motivation nationale à l'endroit du personnel contractuel. Si rien n'est fait, nous allons déclencher notre 3e plan d'action. Restons à l'hôpital de Pikine, mais cette fois c'est pour parler de cette prouesse médicinale. La nouvelle est rassurante. Après 48 jours de vie, Sophie et Adia ont été séparées. Les jumelles siamoises nées à l'hôpital de Pikine étaient liées principalement par leur foie. L'intervention s'est déroulée avec succès et les bébés sont actuellement en surveillance au niveau de la structure sanitaire à Diardiaï. Les médecins se réjouissent de la réussite de l'opération des siamouses, un succès qui a fallu plusieurs réunions et diagnostics pour trouver le vrai problème de ces nourrissons. On a fait plusieurs réunions de coordination et on a essayé de voir quels étaient les obstacles qui pouvaient nous mener à des problèmes et donc qui devaient décider de réaliser des actes précis avant que ces siamoises ne soient admises au bloc. Parce qu'au cours de cette préparation préopératoire, on a vu que l'une des siamoises présentait une malformation cardiaque qui n'était pas quand même incompatible avec la vie. Ces patientes sont actuellement en surveillance et en parfaite santé. On a eu beaucoup de siamois ici à Dakar, on a eu une dizaine. Mais seulement 2 qui ont été opérés. Les autres sont décédés avant l'opération parce qu'ils avaient beaucoup d'autres malformations. Alors, mais les 2 cas de siamois qui ont été séparés à Dakar ont eu un succès. Ils sont actuellement en unité de soins intensifs, en réanimation, où ils bénéficient d'une surveillance étroite de la part du personnel médical et paramédical. Il était même prévu aujourd'hui de les sortir de la réanimation parce qu'elles présentent un état très stable et donc elles n'ont plus besoin de rester en réanimation. Les siamouses nées à l'hôpital de Pikine étaient liées par le sternum, le péricarde et principalement par leur foie. L'opération s'est déroulée avec succès au terme de plusieurs heures par l'intervention de 6 chirurgiens et 5 anesthésistes. Pendant que ces enfants sont sauvés et en bonne santé, d'autres sont en danger ou en conflit avec la loi. L'association des juristes sénégalaises souhaite leur assurer une protection efficace. Cette catégorie est composée d'enfants de 13 à 17 ans. L'AJS estime qu'il y a encore énormément d'efforts à faire pour la prise en charge de ces enfants. Les éclaircissements de Philomène Tina.
L'AJS revient pour faire l'état des lieux de ses travaux effectués durant 3 ans sur la question des enfants en conflit avec la loi ou en situation de danger. Il y a 3 ans de cela, on s'était regroupés dans la même salle pour parler des questions d'enfants en conflit avec la loi et d'enfance en danger. Du coup, aujourd'hui, nous sommes revenus encore pour faire le suivi et l'évaluation de ce qu'on avait partagé ensemble. Nous sommes revenus pour voir l'état des lieux. Selon l'AJS, le nombre d'enfants en conflit avec la loi ou en situation de danger est important, avec une tranche d'âge entre 13 et 17 ans. C'est une catégorie d'enfants assez importante parce qu'on les voit tout le temps, on les voit tous les jours. Ce phénomène est là. Vous, nous, tout le monde est au courant de ce phénomène. Il faut qu'on en parle pour que cette catégorie d'enfants soit prise en compte. La tranche d'âge, c'est de 13 à 17 ans. Des fois, c'est moins de 13 ans même. Face à la gravité de la situation, les juristes sénégalaises lancent un appel à toutes les parties prenantes afin d'éradiquer ce fléau. L'État du Sénégal a beaucoup fait. Le ministère de la Justice, à travers sa direction, à travers la DSPS, a beaucoup fait. Mais il faut que tous les acteurs s'y mettent. La famille, la société civile de manière générale, les acteurs pénals de manière générale, la police, la gendarmerie, les magistrats, pour que ce phénomène-là soit éradiqué. Pratiquement tous les acteurs ont pris part à cet atelier initié par l'AJS. Il s'agit du tribunal des enfants, des magistrats, de la police, de la gendarmerie, de la société civile, entre autres. 10 ans de carrière fêtée à travers une exposition intitulée Cache-Cache, une occasion pour l'artiste plasticienne Yann Senghor de commenter ses œuvres. L'événement s'est tenu à Gorée. Le maire en a profité pour exposer les perspectives culturelles de sa commune. Penda Badji était de la partie. Des ténèbres pour tendre vers le monde intelligible, comme disait Platon, c'est sur ce sceau que l'artiste a ouvert l'exposition Cache-Cache qui marque ses 10 ans de carrière. Toutefois, Yann a explicité le choix des tableaux sur le plan structurel et dimensionnel. Les œuvres, au départ, vous avez vu, c'était assez sombre et les gens vous diront oui, quand on débute, on a peur de la couleur et ainsi de suite, mais ils devraient tenir compte de ce que vit l'artiste. Je m'inspire, comme j'ai dit tout à l'heure, des murs qui se dégradent, la peinture par rapport au temps et l'eau qui coule, ainsi de suite. Je lave mes toiles, je gratte et beaucoup de choses me touchent. Quand je sors, je rencontre des gens, j'ai des récits et je m'inspire par rapport à ça. Cache-cache, c'est moi, c'est ma vie, je passe mon temps à me cacher. Une exposition qui s'est tenue à l'île de Gorée, ce qui justifie la présence du maire de cette ville qui s'est réjoui d'avoir participé à cet événement. On voit des jeunes artistes s'engager, réaliser une œuvre aussi prolifique que de qualité, parce qu'aujourd'hui, en 10 ans, pouvoir créer autant d'œuvres avec une qualité expressive aussi forte, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu aussi des œuvres que des hommes ne peuvent pas réaliser. Parce que certaines sculptures, notamment celles qui touchent à la ferraille, avec une poinçonneuse, il faut avoir beaucoup de volonté. Et je voudrais